Bienvenue à tous et merci d'être venus si nombreux à notre conférence annuelle sur les défis de l'industrie de la santé animale dans le contexte géopolitique actuel. Nous n'avons jamais été aussi nombreux. Mais je pense que notre thématique a attiré et nous ne nous sommes pas trompés quand nous avons imaginé qu'il était important de comprendre le monde dans lequel nous vivons actuellement. Nos orateurs de renom vous permettront de le faire et je les en remercie. Je remercie également David Lusseau, président de notre groupe communication, d'assurer l'animation de cet événement et je lui laisse le micro. Merci Marianne. Sans aucune pression aucune, je suis ravi d'être là et de vous accueillir aussi à mon tour pour cette conférence annuelle qui est un bel événement auquel vous êtes de plus en plus fidèles. Merci beaucoup. Je suis très flatté d'intervenir en tant qu'animateur sur cette conférence annuelle qui a effectivement un très beau programme d'actualité avec un panel relativement impressionnant, je trouve. Donc le thème, ce sont les défis de l'industrie de la santé animale dans un contexte géopolitique actuel extrêmement chahuté, on en est tous bien conscients. Et on aura donc 3 temps principaux. Vous voyez qu'on va commencer de façon très efficace avec l'intervention de Pascal Boniface, dont je dirai quelques mots tout à l'heure, sur le contexte géopolitique actuel. Et puis ensuite, on zoomera sur la France et sur la santé animale, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. En parlant d'abord avec Marie-Christine Le Gall et avec Benoît Vallée des atouts de la France, de la place de la France dans ce contexte géopolitique chahuté en termes de santé animale. Donc on parlera de diplomatie sanitaire et on parlera également de l'excellence scientifique, donc avec Marie-Christine et avec Benoît. Et dans un troisième temps, on parlera de la contribution de notre industrie. Vous êtes à la conf annuelle du SIMB. On parlera de l'industrie et de sa contribution à trouver des solutions dans le contexte actuel, de façon à assurer souveraineté, efficacité, prévention. Et donc ce sera avec la complicité de Valérie. Après une petite vidéo de Jean-Luc Fugit qui devait être des nôtres et qui a été appelé à un débat à une commission parlementaire et qui ne pourra pas être présent, mais qui nous a fait l'honneur de faire une vidéo à la place. Et donc sans plus attendre, je vais inviter les 3 premiers intervenants à venir s'installer sur les fauteuils. Donc Pascal Boniface, Marie-Christine Le Gall et Benoît Vallée, que vous pouvez applaudir, évidemment. Merci. Et on va commencer avec Pascal Boniface, que je vais vous présenter. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile de le présenter, mais je vais le faire quand même. Je vais dire quelques mots. Donc Pascal Boniface est géopolitologue. Il est diplômé de Sciences Po et docteur en droit international. Il est connu pour être le fondateur et le directeur de l'IRIS, donc l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il est aussi directeur de la revue internationale et stratégique, par ailleurs. Il est connu pour ses contributions et ses nombreux ouvrages, plus de 80 ouvrages, je crois, à date, sur des thèmes extrêmement variés, sur la géopolitique du nucléaire, du désarmement, du sport également. Il est également très connu par son travail sur les médias, sa présence dans les médias, dans les réseaux sociaux. Pour ceux qui auraient des enfants qui s'intéressent aux sciences politiques ou qui sont à Sciences Po, c'est un peu une idole pour cette génération-là, je dis par expérience. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui produit un podcast qui s'appelle Comprendre le monde, qui est extrêmement suivi également. Donc Pascal Boniface, merci beaucoup d'être là. Qui d'autre que vous peut parler avec nous du contexte géopolitique actuel? Je vous passe la parole. Merci de votre accueil. Bonjour à tous. Le contexte géopolitique, il est pas du tout agréable et quand je fais le métier que je fais, ne m'amène pas à apporter beaucoup de bonnes nouvelles dans la période récente. Mais il faut en parler parce que ce à quoi nous assistons n'est pas une évolution conjoncturelle. Nous assistons à une évolution structurelle des affaires géopolitiques. Beaucoup de mes collègues disent que tout va changer, que demain ne sera pas comme hier, et souvent on le dit de façon exagérée pour attirer un peu l'attention, mais ce qui est en train de se passer débouche sur la fin du monde issu de la Seconde Guerre mondiale, la remise en cause du monde occidental tel que nous le connaissons depuis 80 ans, et c'est donc vraiment une révolution stratégique qui en plus est extrêmement rapide. Le monde change, il change un peu tous les jours, mais il évolue au fur et à mesure. Les vraies révolutions stratégiques sont plus rares. Quand Gorbatchev prend le pouvoir, il veut régénérer l'Union soviétique, il veut mettre fin aux tensions Est-Ouest. Il ne parvient pas au premier but, il parvient au second, mais l'URSS disparaît, mais il a mis une demi-douzaine d'années.
Quand Deng Xiaoping prend le pouvoir, il veut mettre fin au slogan maoïste « il vaut mettre rouge qu'expert ». Et son slogan à lui, c'est « qu'importe qu'un chat soit blanc ou gris pourvu qu'il attrape les souris ». Donc c'est le pragmatisme, la fin de l'idéologie, l'ouverture, le capitalisme même d'État. Mais il change la Chine. Quand il change la Chine, il change le monde. Mais il met 30 ans. Trump, lui, a changé le monde en un mois. Pourquoi ? Parce que, et ça va avoir un rapport avec vos métiers, c'est que le monde issu de 1945 est un monde fait de droit international, d'institutions internationales, de régulation. Il n'en veut pas. Le monde post-Seconde Guerre mondiale, qui est un monde dans lequel le monde occidental fait alliance, une protection américaine des pays européens contre la menace de Moscou, il n'en veut plus. Il ne veut ni droit, ni institution, ni alliance, parce que tout ceci sont des obstacles à la puissance. Et Trump ne croit qu'à la puissance parce qu'il pense que les États-Unis sont une puissance et que le droit est une entrave à la puissance américaine, donc une entrave à la souveraineté américaine. Et donc tout ceci sont des obstacles insupportables qu'il faut mettre bas, la régulation européenne, le droit international ou même le droit national américain. Et donc il veut s'en débarrasser le plus possible, ce qui fait que l'ONU, qui était déjà peu vaillante, est en danger, ce qui fait que le multilatéralisme, qui était déjà en crise, est plus attaqué que jamais, mais surtout, alors que nous vivons dans un monde où le camp occidental, autour du G7, autour de l'OTAN, est un bloc uni, il vient de le fracturer, il vient de le casser, parce que ce qu'il dit, c'est qu'il n'y aura pas de protection américaine des pays européens si la Russie les attaque, voire même qu'il pourrait inciter la Russie à les attaquer. Il est dans une logique, parce que quand on revendique de pouvoir prendre 4/5 d'un pays qui est membre fondateur de l'OTAN et membre de l'Union européenne comme le Danemark, c'est qu'on n'a pas beaucoup de respect pour le droit international. Quand on dit qu'on veut reprendre le contrôle du canal de Panama, qui appartient à un pays indépendant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de respect pour le droit international. Et quand on dit que l'on veut annexer le voisin du Nord, qui est quand même lui-même un État fédéral, ce qui prouve d'ailleurs qu'il ne sait même pas que le Canada est un État fédéral, eh bien, on ne respecte pas le droit international. Donc, en fait, il veut faire pression, exercer la puissance américaine et surtout que la règle ne vienne pas obstruer sa vision. Dans le monde de Donald Trump, les puissants font ce qu'ils veulent, les faibles subissent ce qu'ils peuvent. Et donc, il va s'attaquer, y compris dans vos métiers, à tout ce qui est réglementation au niveau international et national. Et donc c'est un monde tout à fait nouveau puisque le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est issu des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel on vote pour dire la SDN ça n'a pas marché, on crée l'ONU et ferait mieux que les grandes puissances s'entendent entre elles. On crée un droit international humanitaire, on interdit le recours à la guerre, on interdit l'acquisition de territoires par la force, on interdit de bombarder les civils, on interdit de faire la guerre. Tout ceci était déjà remis en cause avant Donald Trump, bien sûr. Mais lui vient dire qu'il ne fait même plus semblant de vouloir respecter ces règles. En 1946, Churchill parle d'un rideau de fer qui sépare l'Est et l'Ouest de l'Europe. Les pays qui sont à l'ouest du rideau de fer sont protégés par les Américains parce qu'aucun d'entre eux, qu'ils aient ou non gagné la guerre, qu'ils aient perdu ou qu'ils l'aient gagné, que ce soit l'Angleterre ou l'Allemagne, aucun n'a la puissance, le pouvoir de se protéger contre l'URSS. Et donc le pacte atlantique, en 1947, Truman dit que les États-Unis prennent la tête du monde libre. En 1949, on signe le pacte de l'Alliance Atlantique, dans lequel il y a un article clé, l'article 5, qui fait que si un pays est attaqué, tous les autres membres de l'Alliance vont à son secours. Et on n'a jamais imaginé que le Danemark vienne protéger les États-Unis du Canada ou du Mexique. Bien sûr, c'était dans le sens d'une protection américaine sur l'Europe que ça devait jouer. Eh bien là, il dit non. On a vu comment il a secoué Zelensky à la Maison-Blanche. Bien sûr, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, mais c'est quand même un allié de fait des États-Unis et de l'Occident. Et au cours de la campagne, il a dit que si la Russie voulait attaquer les pays européens, ils n'ont qu'à se débrouiller eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fatigue américaine des obligations internationales. Ceux qui ont élu Trump sont persuadés que le monde a profité d'eux, et qu'ils ont été trop généreux, trop protecteurs des autres, et qu'on en a profité pour mettre à bas le système américain. Et il y a une colère, parce qu'il y a 30 ans, quelqu'un qui avait un emploi stable, pouvait avoir une couverture maladie, pouvait élever 2 enfants, payer les études, avoir une maison et une voiture. Ce n'est plus le cas maintenant. La classe moyenne américaine a été effectivement une victime de la globalisation. Et donc Trump veut mettre des barrières tarifaires, parce qu'il pense qu'il y a un déficit
commercial et budgétaire américain, ce qui est vrai. Il pense qu'en mettant des barrières tarifaires, il va abonder le budget américain par les taxes perçues sur les produits qui sont importés, et que du coup, il pourra réduire les impôts, notamment les impôts des milliardaires qui sont autour de lui. Et qu'il va un peu conduire les industriels à venir s'établir aux États-Unis pour éviter de voir leurs produits être taxés. Il oublie plusieurs choses. La première, c'est qu'on ne construit pas une usine en quelques mois. C'est long. La deuxième chose, c'est qu'il a mis tellement d'incertitudes que tout le monde attend patiemment de savoir ce qui va se passer, puisqu'il vient de décider qu'il pourrait éventuellement taxer aussi les investissements aux États-Unis, donc on a du mal à s'y retrouver. Il a également oublié que si vous taxez les produits qui sont importés, vous créez de l'inflation, et que vous créez également une perte de compétitivité, parce que rien n'est produit uniquement dans un pays, et que si on taxe les produits qui viennent aux États-Unis, eh bien Boeing, Apple verront leur coût de production être augmenté, et donc leur compétitivité être réduite. Et donc ça va provoquer des problèmes dans la bourse, ce qui fait que la fortune de ces amis va être diminuée, mais surtout, comme aux États-Unis, c'est plutôt une pension par capitalisation et non pas par répartition, les pensions peuvent être atteintes. Ce qui fait qu'il se heurte à la réalité, surtout qu'il a voulu attaquer tout le monde en même temps. S'il avait voulu cibler uniquement la Chine, comme le faisait Biden, il aurait pu se faire des alliances. Mais il ne veut aucune alliance, et il se trompe d'époque par deux choses. La première, son slogan « Make America Great Again » est un peu décalé, parce qu'il reconnaît lui-même que les États-Unis sont affaiblis. Sinon, ça ne serait pas nécessaire de rendre la grandeur à l'Amérique. Il reconnaît lui-même que l'Amérique est affaiblie et il agit comme si rien n'empêchait la puissance américaine d'agir et comme si la menace devait obliger toutes les autres puissances à obéir aux États-Unis. Il y en a au moins un qui ne le fera jamais, c'est la Chine. Un deuxième qui se révolte également, c'est l'Union européenne. Quand même un marché de 450 millions d'habitants a des arguments à faire valoir, et les autres aussi. La deuxième erreur, c'est qu'il ne veut agir que par la force, non pas la force militaire. Il ne lancera pas des guerres. Probablement pas, sauf s'il y était contraint, mais il a compris que les Américains sont fatigués des guerres qui ont porté atteinte au crédit américain et qui ont coûté des vies et qui ont fatigué les électeurs américains. Mais il veut faire du chantage, des rapports de force. Si tu ne me suis pas, je mets des sanctions. Si tu ne me suis pas, j'augmente tes tarifs, par une politique un petit peu erratique. Et donc il pense que le rapport de force bilatéral est chose son avantage. C'est pour ça qu'il n'aime pas le multilatéral. Parce que multilatéral, on est confronté à plusieurs pays, il faut faire des concessions. Dans le rapport bilatéral, les États-Unis sont toujours gagnants. Sauf quand même par rapport à la Chine, et sauf également par rapport à l'Union européenne qui a des arguments à faire valoir. On peut le faire par rapport à Madagascar ou par rapport à la Thaïlande, c'est un peu plus compliqué avec la Chine et avec l'Union européenne. Mais le défi pour nous, Européens, dont Trump vient de dire que nous étions un ennemi. Trump a martelé au cours de la campagne, il l'a répété par la suite, que l'Union européenne était un ennemi qui, passez-moi l'expression, c'est la sienne et non la mienne, a été créé pour entuber les États-Unis. Et c'est pas une foucade de Trump. Son vice-président, J.D. Vance, pense exactement la même chose, et Elon Musk pense exactement la même chose. Et en fait, tous les milliardaires du net qui se sont mis derrière Trump ont un objectif, s'en servir comme d'un bélier pour détruire l'Union européenne, qui a le toupet de vouloir mettre une réglementation, notamment sur les géants du numérique, et notamment sur l'usage du digital, mais également sur les normes sanitaires qui vous concernent le plus, et sur le reste. Donc toute réglementation, toute régulation, toute règle est à interdire parce que c'est une limite à la créativité. C'est une limite à la puissance. Si vous mettez des règles, le génie de Musk ne peut pas s'exprimer librement. Alors que si vous n'en mettez pas, il est libre de développer, et c'est mieux pour tout le monde, dans sa conception, qu'il puisse développer librement sa créativité. Tout le monde en bénéficiera au final. Il y a peut-être des faibles qui vont souffrir, ils n'avaient qu'à pas être faibles. C'est leur problème, c'est pas celui de ceux-là. Et donc, tout est une affaire de rapport de force. Il oublie complètement le soft power, la puissance douce, l'attractivité, qui était un atout maître des États-Unis. Et je dirais que les États-Unis ont inventé. Le American Way of Life a fait rêver des générations entières. Là, il s'attaque à Harvard, qui est un refuge de wokisme. Il veut empêcher les étudiants étrangers de venir étudier à Harvard pour affaiblir Harvard, puisque un tiers des étudiants de Harvard sont des étrangers, et donc tarir les financements. Mais les étudiants qui étaient à Harvard, quand ils revenaient dans leur pays, y compris en Chine, y compris dans les pays arabes, ils étaient américanisés. Ils représentaient les États-Unis, ils avaient une
mentalité américaine. Et donc, c'est une source d'influence parce que beaucoup d'étudiants vont se dire « je ne prends pas le risque de voir mon visa être annulé en cours d'année alors que j'ai payé 60 000 $ pour étudier dans cette université ». D'ores et déjà, le tourisme a chuté de 30% aux États-Unis pour cette année. Au Canada, il y a une mobilisation pour ne plus acheter américain, et c'est une mobilisation de la base, pas des consignes d'État. Il y a eu 2 votes en Australie et au Canada où les gens se sont exprimés plus pour voter contre Trump ou contre le candidat choisi par Trump que pour leur propre candidat. Les libéraux avaient 24 points de retard au Canada 2 mois des élections. Ils l'ont attrapé parce que McCain semblait mieux résister à Trump. On a eu un exemple inverse en Pologne hier, il faut le reconnaître, mais c'est quand même cela. Et donc en fait, on a un monde où les États-Unis veulent imposer leur puissance et Trump veut un peu, comme dans le film Retour vers le futur, prendre une machine, une voiture à remonter le temps pour revenir à une époque où les femmes n'avaient pas le droit à la parole, les Noirs se tenaient loin du pouvoir et les minorités sexuelles n'avaient aucun droit. Et où les États-Unis étaient la seule puissance qui pouvait s'imposer. Cette machine à remonter le temps existe à Hollywood, elle n'existe pas dans la réalité, parce que les rapports de force ne sont plus les mêmes, et que Trump risque plutôt d'affaiblir les États-Unis. Le grand problème des États-Unis, c'est la Chine. C'est la grande contestation pour la suprématie mondiale. C'est le seul point qui unit Biden et Trump, de dire la menace existentielle, c'est Pékin. Pas tellement à cause du régime politique, ça c'est un argument que les démocrates utilisaient, que Trump n'utilise pas. Il se moque que les pays soient des démocraties, des dictatures. Il adore les dictatures. Il a fait 2 sommets avec Kim Jong-un dans son premier mandat et il a fait des folles embrassades avec tous les dirigeants du Golfe il y a 15 jours. Non. Ce qui fait la différence entre les États-Unis et la Chine, ce n'est pas, bien sûr, il y a une différence de système politique, mais c'est pas ça qui crée la différence. Ce qui crée la rivalité, c'est que la Chine faisait 10% du PIB américain en 2001 quand elle a adhéré à l'OMC et qu'elle en fait désormais 75%. Et que le pacte entre Pékin et Washington, je ne revendique pas la suprématie mondiale et tu ne parles pas de mon régime, ce pacte a été rompu. Et désormais, effectivement, il y a cette rivalité. Mais au lieu d'encercler la Chine, comme Biden l'avait fait un peu au jeu de Go, encercler, mettre des positions, faire une alliance avec l'Europe, avec l'Australie, avec le Japon, la Corée, Trump envoie balader tout le monde en disant « Alliés, c'est pas mon problème, je mets les taxes sur tout le monde et je vais taxer tout le monde ». Ce qui fait que le mois dernier, des lignes aériennes qui étaient fermées depuis des années entre la Chine et l'Inde ont été réouvertes. Parce que les deux se sentent menacés par les États-Unis et qu'il est en train, en fait, de briser toutes les alliances qui avaient été patiemment créées par les États-Unis, dont au principal l'Europe. Alors, comment nous, on peut réagir ? On nous dit qu'on est un ennemi. On nous dit que, pendant très longtemps, le pacte qu'il y avait entre l'Europe et les États-Unis, c'est « tu me protèges et je t'obéis » ou « je te suis », si ce n'est obéir. C'est un peu comme dans la cour de l'école, quand il y a un grand qui protège un petit, l'autre lui porte son cartable ou lui file quelques billes. Bon, c'était ça le pacte pendant des années. Aujourd'hui, Trump dit non seulement je ne te protège plus, mais je vais peut-être même prendre une partie de ton territoire et tes richesses. Donc, il faut se rendre compte à la réalité, ce n'est plus le même monde. Ce n'est plus le même monde. Le monde a complètement changé. Il y avait auparavant 3 grandes divisions géopolitiques. La première entre la Russie et le monde occidental depuis la guerre en Ukraine, avec aucun espoir de rétablissement de ces relations tant que Poutine sera au pouvoir. Une coupure entre ce qu'on appelle le Sud global et le monde occidental, et la coupure majeure entre la Chine et les États-Unis. Aujourd'hui, il y a une coupure au sein du monde occidental, sur la nature des relations que l'on peut avoir avec les autres, sur le respect du droit international, sur le respect des institutions, sur l'envie ou non d'un monde régulé ou d'un monde dérégulé. Et il y a un axe, Trump-Poutine, de mâles alpha qui pensent que la puissance permet tout et qui pensent que le droit est quelque chose pour les imbéciles ou pour les faibles, ce qui est dans leur esprit à peu près la même chose. Donc on n'est plus du tout dans le même monde et qu'est-ce que l'on peut faire ? Déjà, prendre conscience. Pas dire c'est un mauvais moment à passer, parce que ce mauvais moment va au moins durer 4 ans. Et il n'est pas certain que J.D. Vance ne prenne pas la suite en 2028, et que même si un démocrate arrive en 2028, il n'est pas certain qu'un autre républicain comme J.D. Vance, qui est très jeune, puisse reprendre au gré des alternances le pouvoir en 2032. Et en fait, on ne peut pas dépendre d'un vote dans un swing state que 200 000 électeurs changent d'avis pour avoir un président tout à fait différent. Parce que les États-Unis sont les États désunis.
Les démocrates et républicains ne sont plus capables d'avoir une relation bipartisane et voient chacun dans l'autre une menace pour l'avenir. Les républicains pensent que les démocrates veulent détruire la nation américaine et les démocrates pensent que les républicains veulent détruire la République américaine. Et donc, ils vont faire cela assez longtemps. Et donc, il faut admettre qu'on a vécu un peu comme dans le film Tanguy, on était des dépendants stratégiques, on était des Tanguy stratégiques. On disait, ben voilà, les Américains nous protègent, c'est très confortable, et toute dépendance est confortable, et toute dépendance est dangereuse. Donc, en fait, on est confronté à un problème. On avait un protecteur qui nous dit, ben, en fait, je vais plutôt te faire les poches plutôt que t'empêcher à ce qu'on te fasse les poches. Bah, on peut se laisser faire, on peut dire bon c'est pas grave, ça va passer, mais ça passera pas, ou on peut se dire en fait comme les Chinois. Pour les Chinois, la crise c'est risque et opportunité. Donc on est face à cela. C'est un risque parce que le monde auquel on est habitué depuis 80 ans, c'est long 80 ans. Déjà, beaucoup de gens pensent encore comme si le monde était encore bipolaire, alors qu'il ne l'est plus depuis plus de 30 ans. Mais un monde dans lequel on est habitué de vivre depuis 80 ans, c'est encore plus dur d'imaginer un monde nouveau. C'est un peu ce que dit Trump, là, en disant le monde occidental n'existe plus. C'est un peu comme si Léon XIV venait place Saint-Pierre en disant Dieu est mort. C'est le même choc à peu près. Voilà, donc ça serait quand même un choc brutal. Il l'a pas dit comme ça, mais c'est le message. C'est le message. Donc en fait, la France a des projets d'autonomie stratégique depuis assez longtemps, depuis De Gaulle, Mitterrand, Chirac, qui ont toujours été regardés de haut par les autres pays européens qui disaient non, il n'y a qu'une seule garantie, c'est la garantie américaine. Vous, la France, vous n'êtes pas de niveau. Et puis, on vous soupçonne un peu de vouloir finalement vous dominer le reste de l'Europe. Et puis, vous n'en avez pas les moyens et c'est pas sérieux. Et puis, on ne perd pas ce que l'on connaît pour quelque chose qui reste inconnu. En fait, aujourd'hui, tous les pays européens se disent est-ce qu'on a le choix? Quand vous entendez le chancelier allemand dire qu'il faut que l'Allemagne devienne indépendante des États-Unis, un chrétien démocrate, donc quelqu'un qui, par essence, est hyper-atlantiste, parce que c'est les États-Unis qui ont protégé l'Allemagne contre l'Allemagne de l'Est, contre l'URSS pendant des années, vous dites qu'on est effectivement entré dans un monde nouveau. Ce monde nouveau est un monde qui va être beaucoup bousculé dans les mois qui viennent, parce que Trump va tout faire pour déréguler au maximum. Il y aura des résistances, et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la Chine apparaît comme un pays mesuré, sage, stable, qui apporte aux autres pays le respect des règles à sa façon, mais du coup, qui ne remet pas en cause l'ordre établi, contrairement aux États-Unis. Le pays qui était à la création de ce monde-là veut le détruire. Et donc, nous avons besoin, nous, Européens, parce que ce monde régulé nous protège. Parfois, on a été un peu trop naïfs, parfois, on a été un peu comme des herbivores dans un monde de carnivores. Peut-être qu'il faudrait qu'on soit au moins omnivores pour se défendre un peu mieux. Mais nous sommes face à une crise majeure qui nécessite de relever. Il y a des difficultés en Europe, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des pays qui vont traîner les pieds, la Hongrie, la Pologne va rejoindre cela. Mais si le couple franco-allemand ou le moteur franco-allemand avec d'autres pays et à quelques-uns peut relever le défi, ça peut être finalement une chance historique, parce qu'en fait, on n'a pas tellement le choix. On n'a pas tellement le choix. On peut rester nu, mais sinon, le vrai défi, c'est d'aller vraiment vers cette autonomie stratégique qu'on a souvent appelée, qu'on n'a jamais rencontrée. Et là, on voit que le choc est tellement grand qu'il y a quelques mois à agir. Quelques mois pour avoir une vraie base industrielle, technologique de défense. Quelques mois pour protéger au maximum ce qui reste de régulation, et quelques mois pour faire comprendre aux États-Unis que leur politique de force est non seulement contraire aux intérêts du monde, mais aussi contraire aux intérêts américains, et que la raison vienne de nouveau l'emporter. Mais Churchill avait dit de Staline qu'il ne respectait rien que la force et ne prisait rien plus que la faiblesse. Trump est du même bois. Trump ne connaît que les rapports de force, donc à nous organiser au niveau européen pour établir un rapport de force contre lui, comme les Chinois le font. Les Chinois ne céderont jamais pour des raisons d'opinion publique interne et pour des raisons de se faire respecter sur l'arène internationale. Si l'Europe apparaît comme étant faible par rapport à Trump, Trump va encore plus essayer de nous enfoncer et on n'aura pas le respect du reste de la planète. Donc en fait, il y a vraiment une urgence de s'organiser pour aller vers cette autonomie stratégique qui a été longtemps une chimère, mais qui aujourd'hui devient une ardente nécessité. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascal Boniface pour cet éclairage passionnant.
Je vais essayer de reformuler. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans un contexte aujourd'hui où les États-Unis se referment d'une certaine façon sur eux-mêmes, se concentrer sur leur propre avenir sans s'occuper de celui des autres? Oui, tout à fait. C'est exactement ça, y compris en matière de défense. Ils veulent construire un dôme dit d'or au-dessus des États-Unis qui les isolerait du reste du monde. Ils vont retirer des troupes d'Asie et d'Europe, et donc ils veulent se recentrer sur eux-mêmes. Mais ils oublient que un de leurs atouts était l'influence qu'ils exerçaient en étant leader. Donc ils ne disparaîtront pas de la planète, ils vont rester puissants, ils peuvent décliner en termes de pourcentage du PIB, mais ils vont pas devenir un pays, ça va pas être l'Argentine de demain, ou non. Mais effectivement, en étant leader du monde occidental et du monde asiatique et du Golfe, ils avaient beaucoup d'atouts parce qu'ils pouvaient exiger de leurs protégés des concessions que ceux-ci ne feront plus s'ils ne sont plus protégés, voire s'ils sont pris comme des proies, qu'ils vont se défendre. Donc, au bout du compte, c'est exactement ça qu'ils vont faire, parce qu'il y a la fatigue et le syndrome vietnamien, et là, il y a une sorte de syndrome irako-afghan, mais sur la fatigue de la globalisation, mais ils ne pourront pas se retirer totalement du reste du monde. Merci beaucoup. On aura l'occasion de poser d'autres questions à M. Boniface d'ici la fin de la conférence. Il y a un panel qui se tiendra juste à l'issue des interventions. Et Pascal nous fait le plaisir de rester à l'issue de la conférence pour le cocktail, donc vous pourrez l'inonder de questions. Il n'y aura pas de problème, je pense, pour avoir des bonnes réponses. On va zoomer maintenant, on va quand même essayer de garder le moral malgré tout, et on va zoomer sur ce qui nous occupe aussi plus précisément dans cette assemblée, qui est la santé animale et qui est la France, et la France au sein de l'Europe. Donc on va passer à nos deux prochains intervenants, et je vais commencer par Marie-Christine Le Gall, que tout le monde connaissait aussi dans la salle, mais que j'essaie de présenter un tout petit peu. Le CV est très long, mais j'ai donné quelques éléments. Marie-Christine qui va nous parler d'abord de diplomatie sanitaire, pour mettre en évidence et illustrer les atouts de la France en termes sanitaires, animal, avec un modèle français qui est extrêmement fort, comme on le verra. Alors, Marie-Christine est aujourd'hui donc CVO, c'est un Chief Veterinary Officer, depuis septembre 2024, me semble-t-il. Marie-Christine a commencé, elle est vétérinaire, à un CEAV de santé publique vétérinaire. Vous me corrigez si je fais des erreurs. Vous êtes passé par la Direction générale des entreprises en tant que chargé de mission dans l'industrie agroalimentaire. Puis, je passe quelques lignes, puis vous avez été conseillère agricole adjointe à l'ambassade de France en Russie pendant pas mal d'années, et puis d'autres pays du bloc. Et puis ensuite, en 2018, vous êtes devenue conseillère agricole en Pologne, à l'ambassade de France également, pour être aujourd'hui donc CVO, après être passé par le ministère de l'Agriculture, en charge de l'enseignement, du renouvellement des générations, des compétences et de l'emploi. Voilà. Est-ce que je ne fais pas exhaustif ? C'est bon ? Ok. Merci beaucoup. Donc Marie-Christine, je vous passe la parole pour nous parler donc, de de ces atouts français de la diplomatie sanitaire à la française. Ça va être un peu difficile de rebondir après l'excellent exposé de M. Boniface. Je vais peut-être moi commencer par faire un premier zoom sur la France et puis on va un peu dézoomer et parler du multilatéralisme. Sur la France, donc on dit souvent qu'on fait face à des menaces sanitaires très prégnantes, très inquiétantes, et c'est vrai qu'on peut avoir un discours un peu inquiétant à cet égard. Moi, je dirais qu'on a toujours fait face à des menaces et qu'on a réussi à régler beaucoup de problèmes. On a eu différentes vagues de maladies. On a eu, souvenez-vous, de quelques années en arrière, on avait la fièvre afteuse qui était endémique. On avait beaucoup de difficultés devant nous qu'on a réglées les unes après les autres. Mais effectivement, en ce moment, on a des nouvelles menaces, des nouveaux dangers qui nous arrivent de différentes parts. On a notamment des menaces qui sont liées au changement climatique, à la montée des maladies vectorielles. Donc ça, on est touché de plein fouet en France, on le sait bien. On a également les maladies qui sont à nos portes, aux portes de la France comme de l'Union européenne. Donc je pense à la peste porcine africaine et à la fièvre afteuse qui revient. Mais c'est vrai que là-dessus, on a différents stades, différentes couches, je dirais. D'abord, il y a le côté français et le côté de nos frontières au niveau européen. Et on a également, M. Boniface l'a rappelé, l'impact du conflit actuellement en Ukraine, puisque si l'aspect sécurité alimentaire est souvent mis en avant, il y a également la sécurité sanitaire, puisque un pays en guerre est par essence un pays qui ne peut pas contrôler
sa situation sanitaire, et donc des maladies peuvent nous arriver de l'Est, de notre voisinage de l'Est, alors même qu'on a essayé de construire des relations de partenariat avec l'ensemble de nos voisins européens, mais également extra-européens pour pouvoir protéger nos frontières. Donc il y a également cet aspect-là qu'on oublie souvent dans ce conflit et qui nous inquiète également, et sur lequel on a un œil particulier. On a également l'impact de nos pratiques, finalement, dans les menaces qui nous arrivent. On a tout ce qui est lié à l'antibiorésistance, qui est quelque chose de majeur qui monte dans le monde entier. Mais on a également l'impact de pratiques qu'on fait. Nous, on a été moteur en France pour mettre en place une vaccination contre l'influenza aviaire, et ce qui nous a valu de la part de nos partenaires commerciaux, et notamment des États-Unis, des barrières à l'exportation que nous avons fini par lever, également avec le Royaume-Uni encore la semaine dernière. Donc là-dessus, on a dû agir, notre diplomatie sanitaire a dû se mettre en branle pour faire valoir notre modèle et ce qu'on a pu mettre en place en France. Donc on a cet aspect-là, le côté du soft power à la française, où on est moteur, et là-dessus on est très fiers de pouvoir être moteur sur des politiques sanitaires, de les porter et de montrer un modèle qui marche et faire la preuve par l'exemple auprès de l'ensemble de nos partenaires de ce qu'on peut mettre en place. Et là-dessus, c'est ce qui nous différencie peut-être de Trump. Nous, on n'agit pas seul. On ne peut pas. La France vend son modèle, mais elle a également besoin de ses partenaires européens. Parce que bien sûr, nos partenaires européens sont également nos concurrents, on ne va pas se mentir. Effectivement, par exemple, face aux producteurs polonais dans le secteur de l'élevage, nous sommes concurrents, bien entendu. Mais au-delà de ça, on est aussi alliés, on est partenaires, parce qu'on vend un modèle européen, on vend un modèle européen à nos pays tiers également. Puisque pour les pays tiers, comme on le disait, la négociation se fait entre eux et l'Union européenne, puisque la politique commerciale est du ressort de l'Union européenne. Donc vraiment là-dessus, il est très important pour nous, au-delà de notre modèle, on pourrait simplement se satisfaire de dire, nous on est super, on est parfait en France, on a des mesures sanitaires qui fonctionnent, et d'ailleurs notre situation effectivement le prouve, notamment par le succès de la vaccination contre l'influenza, mais même de nos résultats sur la tuberculose. Je parlais encore avec mon homologue du Royaume-Uni, ils n'en sont pas là. On a vraiment des très bons résultats dont on peut être fier, mais on n'est pas seul. Et il faut vraiment aussi voir l'Union européenne comme une force. Alors c'est vrai que les résultats des élections dans certains pays chez nos voisins proches montrent que c'est peut-être pas forcément toujours un sentiment partagé, mais c'est très important en matière sanitaire de pouvoir promouvoir la coopération européenne, parce que vraiment, du point de vue extérieur, ce marché de 450 millions d'habitants est fondamental. Et d'ailleurs, pour nos produits agricoles, ça reste notre premier marché. Donc de toute façon, ce sont nos alliés, nos partenaires, et c'est une discussion qu'on a de façon très active dans l'ensemble des groupes de travail au niveau du Conseil, et aussi avec la Commission européenne, puisque beaucoup de normes sont établies à Bruxelles. Donc l'intérêt de la France, c'est également de participer à les discussions, d'être très présent. Ce qu'on est, on est actif. On est force de proposition parce qu'on sait bien que si on veut que notre modèle aussi soit celui qui est adopté, c'est un modèle dont on doit parler avec l'ensemble des États membres et qu'on doit réussir à mettre en avant. Donc, et là-dessus, la France, on essaye également avec l'ensemble des États membres de promouvoir à nos frontières, c'est comme je le disais, il y a les frontières françaises, mais il y a les frontières de l'Union européenne qu'on doit particulièrement surveiller. Et par exemple, on est à la tête d'une initiative actuellement contre la fièvre afteuse. C'est la France qui a la présidence d'un groupe qu'on appelle EUFMD, de lutte et de préparation contre la fièvre afteuse, et notamment dans les pays du voisinage, puisqu'il est vraiment important, on ne peut pas, justement à l'instar de Trump, dire on est tout seul, on s'en fiche du reste. On sait très bien qu'en question sanitaire, ce qui arrive à nos frontières va nous arriver aussi un jour ou l'autre si on n'est pas vigilant. Donc ça fait partie de nos mobilisations et du fait qu'on soit particulièrement mobilisé à cet égard. Et ce qui est intéressant, justement, c'est d'autant plus important pour justement avoir été à Moscou quelques années, on le voit bien, beaucoup de pays tiers essayent de fracturer le bloc européen. À travers les négociations sanitaires, certains pays ne veulent pas parler à l'Union européenne, ils veulent parler aux pays en bilatéral. Pour certaines choses, ça peut être un atout, mais très souvent, ça remet en cause globalement notre modèle européen. Il y a quelque chose, même à travers quelque part le prisme du sanitaire, c'est une façon de remettre en cause le marché européen et l'unicité de notre marché, de dire on n'a pas confiance dans les mesures de tel pays, puis de faire un peu le jeu de tel pays, on ne lui fait pas confiance, mais un tel on fait confiance. Et ce qui est très important, et nous on est très attachés à rappeler que nous sommes un ensemble. Quand quelque chose marche quelque part, ça marche pour tout le monde, et de vraiment le rappeler et d'avoir toujours ce bloc européen uni, puisque on n'y gagnera pas, et au contraire,
ça fera le jeu des pays tiers qui n'ont qu'une seule hâte, c'est de réussir à fracturer notre front. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste avec l'ensemble de nos partenaires, de réussir à toujours être en bloc uni, Union européenne, ce qui marche pour nous, marche pour les autres. Certes, on peut se dire que quelque part, parfois, on essuie les plates pour les autres, mais tant pis, on est ce moteur-là, on l'assume, et on est là pour aussi ouvrir la porte pour l'ensemble de l'Union européenne, et ça fait partie de cette diplomatie sanitaire, de ce soft power français. On embarque l'ensemble des acteurs là-dedans. Et sur l'international, donc pour parler un peu, pour dézoomer sur le multilatéral, on est effectivement très présent, notamment à travers l'Organisation mondiale de la santé animale, dont la directrice qui a été élue l'année dernière, et on s'en réjouit, est une Française, avec une élection qui a été justement assez serrée et qui a permis de montrer la puissance du modèle français à l'international. Et on se réjouit également parce que ça fait partie des organisations qui, pour le moment, sont oubliées des USA et continuent d'être financées par des fonds américains. Et on s'en réjouit. Jusqu'à quand, on ne sait pas, puisqu'on voit que pour la FAO, ce n'est pas le cas. Et quelque part, nous aussi, on a un rôle à jouer dans la FAO. On a des Français dans la FAO, on finance des actions de la FAO et on regrette beaucoup le retrait de nombreux financements américains qui viennent obérer nos chances de faire aboutir certains projets auxquels on tient tout particulièrement, et notamment dans la lutte contre les maladies dans notre voisinage. Donc vraiment, on le voit, nous on le subit au niveau sanitaire. Le revirement américain en matière sanitaire a un impact très concret sur les projets qu'on a pu mener. Mais il n'empêche que nous, on reste présents et actifs au niveau multilatéral parce qu'on y croit et on veut poursuivre ce modèle. On a un réseau diplomatique qui est très développé, donc on envoie des personnels, des vétérinaires, des ingénieurs du ministère de l'Agriculture à l'étranger, comme j'ai eu la chance de pouvoir être, et en Russie et en Pologne. On a actuellement des collègues qui couvrent à peu près l'ensemble des pays du monde, en plus de notre réseau diplomatique qui fait partie des plus développés du monde. Donc l'appui des ambassades est vraiment crucial pour notre, à la fois le soft power, mais également pour la coopération, parce que c'est vrai qu'on le disait, alors on citait Harvard, nous à une échelle plus modeste, mais on a également des actions de coopération, de formation, et c'est vraiment le but, c'est de faire venir à nous des auditeurs étrangers, des jeunes professionnels, des professionnels plus seniors qui repartent dans leur pays avec notre modèle en tête. Parce que ce qu'on a aussi dans la diplomatie sanitaire, ce qu'on a en jeu, c'est à la fois la vision française, mais aussi on est face à des visions américaines ou autres, brésiliennes, qui sont là pour faire valoir leurs propres arguments, leur propre industrie, leur façon de faire. Et nous n'avons pas que des sujets d'accord avec eux. Donc on veut pouvoir continuer à le pousser au niveau multilatéral et se baser sur cette force diplomatique, cette force politique aussi. On est vraiment très suivi au niveau politique et on joue sur les différents leviers. On a le levier technique au ministère de l'Agriculture, on a le levier politique, et ce sont ces différents leviers qui nous permettent de pouvoir appuyer sur ce soft power à la française. Et donc ça fait que, par exemple, la semaine dernière, au cours de la session générale de l'Organisation mondiale de la santé animale, la France a été reconnue dans son rôle pour l'éradication de la peste bovine. On a pu ainsi montrer qu'on avait été moteur, grâce à l'appui du CIRAD, de nos laboratoires sur l'excellence scientifique. Et c'est vraiment quelque chose que l'on pousse également et qui est très reconnu à l'international, parce qu'on a la chance en France d'avoir des agences, des institutions très reconnues que sont le CIRAD, l'INRAE et bien sûr l'ANSES. Et on est très heureux de pouvoir se baser sur l'ANSES, à la fois pour avoir cette excellence scientifique, justement pour affûter nos arguments auprès de nos partenaires, mais au-delà de l'aspect scientifique et du soutien que l'ANSES peut nous donner, c'est également sur de la coopération. On a aussi toujours l'ANSES à nos côtés quand on part négocier, quand on reçoit des délégations, on sait qu'on peut se baser sur les différents chercheurs et experts de l'ANSES, et c'est ce binôme entre le ministère et nos scientifiques qui fait que ça renforce notre discours et nos messages à l'étranger. Merci pour cette intervention et cette magnifique transition, Marie-Christine. Je n'étais pas du tout préparé, bien sûr, mais qui me donne le plaisir d'accueillir Benoît Vallée. Donc, je vais dire quelques mots de Benoît avant qu'il parle du soft power via l'excellence scientifique de l'ANSES. D'ailleurs, vous verrez que dans l'intervention de Jean-Luc Fugit tout à l'heure, vous aurez un petit hommage, ce qui est toujours agréable. Donc, Benoît Vallée, vous le connaissez également. Vous êtes médecin de formation, spécialisé en anesthésie et réanimation. Vous avez été à la Direction générale de la santé jusqu'en 2018, sauf erreur. En 2018, vous devenez conseiller maître à la Cour des comptes, et dans tout le travail autour de la Covid-19, vous avez contribué au volet santé de la stratégie du déconfinement.
En 2020, vous devenez président du conseil d'administration de l'ANSES et vous en devenez le directeur général en 2022. Merci beaucoup d'être ici et donc à vous sur l'excellence scientifique qui est un des aspects du soft power de la diplomatie sanitaire et des atouts français. Merci beaucoup, merci à Jean-Louis Huneau pour son invitation aujourd'hui. C'est vrai que pour un médecin être parmi autant de vétérinaires, c'est une prise de risque, mais je l'assume. Et c'est vrai que dans mes motivations pour venir à l'ANSES, l'idée de sortir de la santé humaine était pour moi quelque chose de très important. Et donc, j'ai appris et j'apprends et je continue à apprendre énormément d'éléments sur les autres santé, donc en particulier la santé animale dont on parlera aujourd'hui, mais aussi la santé végétale, la santé environnementale, qui sont des domaines où l'agence donne beaucoup d'elle-même. Alors comme je suis quand même pas vétérinaire, je suis venu avec 2 vétérinaires, des vrais, qui travaillent à l'ANSES. Donc Gilles Salva, qui est à mes côtés ici, dans les chaises à gauche, dans les fauteuils à gauche, qui est le directeur général délégué du pôle recherche référence, on va beaucoup en parler. Et puis sur les chaises ou les fauteuils de droite, Franck Fourès, qui est l'actuel directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire. Et on verra que les 2 approches qui se rejoignent très très souvent nous donnent effectivement des éléments de soft power tout à fait intéressants. Juste pour la salle et le rappeler, puisque Marie-Christine y a fait référence, nous avons des mandats dits de référence qui sont nationaux pour 66 d'entre eux, 13 qui sont européens et puis 29 qui sont internationaux, qui correspondent à des mandats portés avec l'OMSA, qui a été mentionné juste à l'instant, et puis la FAO et l'OMS aussi, qui nous ont confié des sujets comme la brucellose, la fièvre afteuse, la rage, la fièvre Q, enfin je vais essayer de ne pas faire trop peur dans la salle, mais aussi des choses plus douces comme la santé des abeilles par exemple, et qui sont évidemment tout à fait indispensables à connaître de mieux en mieux. La fièvre afteuse, ça a été un élément de diplomatie européenne très grande, puisque, effectivement, vous l'avez vu, début mars, on a eu un certain nombre de sujets d'inquiétude du côté de l'Allemagne, puis très vite du côté de la Hongrie et de la Tchéquie, et avec une maîtrise en partie, je pense, liée à l'organisation européenne qui s'est mise en place, dans laquelle l'expertise de l'agence a répondu, et le médecin responsable, enfin le vétérinaire responsable, ou l'ingénieur responsable, c'est-à-dire je ne connais pas exactement son CV, on a fêté malheureusement son départ hier, il quittait l'agence. Labib Bakali a été quelqu'un de très important dans le dispositif qui s'est mis en place sur ces pays de l'Est de l'Europe, et il était effectivement dans les grandes ouvertures de l'Assemblée générale de l'OMS animale à Paris il y a quelques semaines, quelques week-ends. Ces éléments-là sont évidemment très importants pour faire au fond ce que dit Marie-Christine, qui est cette vision intégrée européenne mais aussi internationale de la réponse sanitaire. C'est vrai qu'en écoutant le premier orateur, donc Pascal Boniface, très impressionnant votre présentation, on se dit que le président des États-Unis à l'heure actuelle, et il l'a montré de façon tout à fait évidente, méprise ou méconnaît, les 2 peuvent se rejoindre sans difficulté, la terrible réalité des contraintes sanitaires. C'est-à-dire que là, actuellement, il pense qu'il suffit de montrer ses muscles pour qu'un certain nombre de choses adviennent. Malheureusement, l'organisation mondiale, faite pour le commerce, mais aussi, et puisqu'on parlait de l'OMS ou de l'OMSA, pour réguler les pathologies, s'assurer qu'elles ne traversent pas les frontières, qu'elles sont jugulées au moment où elles sont déclenchées, et ça par le jeu de la transparence, c'est-à-dire de la collaboration interétatique. Je pense que le président Trump méconnaît ce sujet, qui risque de revenir en boomerang d'une manière absolument faramineuse, en diminuant les financements, par exemple, pour le traitement du sida dans les pays africains, notamment, et du sud global. C'est des risques qui augmentent, bien sûr, pour les pays concernés, mais pour tous les autres pays mondiaux, y compris l'Amérique du Nord. Donc il y a quelque chose là d'assez naïf, idiot, enfin je ne saurais pas très bien indiquer le qualificatif, mais qui risque de revenir de manière très très puissante. C'est pour ça que dans ce cadre-là, face à cette ère des prédateurs qui arrivent, pour reprendre l'excellent titre du livre de Guilano D'Ampoli, qui est vraiment un descriptif de l'époque contemporaine et de la dislocation de ce qui est finalement la façon dont les pays tiennent ensemble. Je pense que là, il faut se préparer et renforcer effectivement cette alliance européenne, mais aussi un certain nombre d'alliances internationales
qui pourraient être mises à côté de cette approche nord-américaine. En réalité, le médecin que je suis pourrait dire que ce que j'admire beaucoup chez les vétérinaires, et en particulier sur les approches de santé populationnelle de One Health, puisque toutes les santé sont concernées en règle générale par les approches vétérinaires, répondait finalement à une logique européenne qui était quand même celle du marché unique, des règles commerciales et du fait qu'il fallait s'inquiéter des uns et des autres pour vendre, pour faire circuler des animaux, et puis évidemment ne pas méconnaître tout ce qui est du domaine de la sécurité des aliments par rapport à ça. Les médecins sont premièrement pas en tout cas en France, pas dans la logique de santé populationnelle, je le regrette très très profondément, mais pour l'instant ils n'ont pas fait ce chemin. Et sur le plan de la souveraineté en santé, ça reste très étatique. Il y a une réflexion sur la souveraineté européenne en matière de santé qui est assez modeste, au point régulièrement la question du commissaire en santé est posée au niveau de la Commission européenne comme quelqu'un finalement pas tant utile que ça, en disant la santé finalement elle est partout. Alors quand on commence à dire ça, on sait qu'elle est nulle part. Donc il y a un modèle qui est le modèle que vous défendez et que Marie-Christine a représenté, qui me semble une base de travail très importante qu'il faut consolider et sur lesquels évidemment ces arguments de soft power sont très importants et sur lesquels nous contribuons évidemment. D'une certaine manière, la question qu'on a le droit de se poser aujourd'hui, c'est cette baisse très volontariste des normes, de la contrainte, notamment les contraintes environnementales, la fin des règles, y compris de l'Organisation mondiale du commerce. Est-ce que, comme l'a dit M. Boniface, c'est la fin en réalité d'un système très contraignant, difficile, complexe, au profit de n'importe quoi, d'une libération de la fatigue et des énergies? C'est quelque chose qui est probablement de ce domaine-là. C'est dommage que ce soit l'Amérique du Nord qui parte immédiatement, mais peut-être que c'est eux qui ont au fond tenu le monde tellement au bout de leurs bras qu'ils sont les premiers fatigués et qu'ils se sont épuisés. Mais il va falloir les aider, et je rejoins ce que vous disiez, il va falloir les aider pour qu'ils remettent un peu de bon sens dans ce qui se passe. Alors c'est sûrement pas le président Trump qui remettra du bon sens, ça on pense que c'est pas possible, mais par des biais de boucles de régulation, un certain nombre de choses pourront arriver. À ce titre, et dans, je dirais, les éléments qu'on partage ce soir, la régulation sanitaire, la contrainte environnementale, ce que nous pouvons faire par rapport à ça, il faut le réaffirmer, et le réaffirmer en Europe tout particulièrement. Effectivement, peut-être mettre des limitations à des pays qui ne respectent pas ces normes, qui ne respectent pas ces contraintes, et qui peuvent libérer des produits qui par eux-mêmes peuvent être dangereux ou porteurs de risques. On sait aujourd'hui tous les risques qui peuvent être apportés par du transfert de denrées alimentaires, des végétaux, mais aussi effectivement des aspects alimentaires liés à l'élevage et autres. Donc en fait l'agence dans ce rôle-là est très active puisque par essence l'ANSES est évidemment une agence nationale, mais aussi un acteur européen très important dans le domaine de la référence, j'ai mentionné quelques mandats dont nous disposions, mais aussi dans le domaine de la recherche, avec des partnerships européens de très large envergure. On peut citer, dans un sujet un peu différent de la santé animale, tout ce qui est de l'exposition des risques chimiques à hauteur d'un programme de 400 millions d'euros qui ira jusqu'en 2029 et qui est coordonné par l'ANSES. Mais dans le domaine qui nous concerne plus aujourd'hui, un partnership sur la santé animale et le bien-être, donc qui est le Partnership européen Animal Health and Welfare, qui est doté de 360 millions d'euros et dont l'ANSES, une fois de plus, fait partie de la coordination. Ces partnerships européens sont de la, je dirais, de la logique de soft power diplomatique, puisqu'en réalité, ils permettent de mettre ensemble des acteurs, de réunir des agences comme nous sommes, des universités, des acteurs de la recherche au niveau de l'ensemble européen, et parfois ça dépasse. Et par exemple, Parc, aujourd'hui, travaille aussi avec le gouvernement israélien, ce qui nous amène d'ailleurs à quelques sensibilités, comme vous pouvez l'imaginer, dans le monde dans lequel nous sommes. Mais c'est vrai que cette action diplomatique sanitaire est très importante, et elle est véhiculée aussi par cette recherche de haut niveau. Sur le plan plus pragmatique et dans, je dirais, l'action quasi quotidienne de l'agence, c'est-à-dire de fournir des éléments, mais que le SIMV connaît bien, et que les personnes qui sont à la salle connaissent bien aussi, qui sont des outils diagnostiques, des outils d'aide à la thérapeutique,
des méthodologies de prise en charge qui peuvent d'ailleurs être proposées par des évolutions que portent les laboratoires de l'agence, mais aussi par l'expertise portée par l'agence, et ça a été le cas, puisque Marie-Christine en a parlé, de tout ce qui a accompagné l'influenza aviaire hautement pathogène, où effectivement à la fois des expertises sur tout ce qui est biosécurité et en même temps des éléments d'amélioration des tests et pour ce qui a été de la traçabilité de la génomique du virus influenza aviaire hautement pathogène et comment, en se multipliant, en se développant, il peut passer du canard, mais aussi vers d'autres espèces que les espèces avicoles, qui sont des mammifères. Vous le savez, aux États-Unis, les mammifères laitiers, les vaches sont concernés, et demain peut-être de façon plus conséquente les humains, puisque cette réplication du H5N1 peut aussi rencontrer et se muter avec le H1N1 et donner à ce moment-là un véritable risque sanitaire pandémique qui évidemment remettra beaucoup en question les petits jeux actuels du président d'Amérique du Nord. On se souviendra quand même que sur le sujet d'H5N1, le président des États-Unis, juste arrivé aux commandes, a supprimé un certain nombre de directions responsables du suivi sanitaire, en particulier des élevages laitiers qui étaient concernés, en pensant que ces gens-là ne servaient pas à grand-chose et qu'il s'agissait juste de faire des coupes sombres dans les financements qui étaient développés, notamment pour les questions environnementales et sanitaires. Il les a, pour un certain nombre d'entre eux, très rapidement réintégrés dans les institutions parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une nécessité de contrôler quand même un processus épidémique assez inquiétant. En revanche, et c'est aussi ce que les partenaires scientifiques évoquent, en revanche, les connaissances, la transparence dont je faisais tout à l'heure part, a l'air de beaucoup baisser, et avec une volonté qui, au fond, protégeons nos intérêts commerciaux et ne livrons pas les difficultés que nous rencontrons, qui est vraiment la base de l'écroulement même des organisations onusiennes autour du règlement sanitaire international, qui est tellement partagé et par les organisations de santé humaine et les organisations vétérinaires. Voilà, donc dans ce contexte, l'autre élément qu'on apporte, c'est le travail autour des médicaments vétérinaires, grâce aux dispositions que l'agence porte en matière d'autorisation. Donc c'est une partie d'action du pôle des produits réglementés de l'agence. On a pu là aussi faire de l'anticipation, c'est-à-dire préparer dans nos laboratoires l'évaluation des dispositifs vaccinaux qui étaient envisagés par des grandes marques comme Ceva ou Boehringer Ingelheim et d'autres, et de regarder comment cette influenza aviaire hautement pathogène était vaincue ou pas par les processus de vaccination qui étaient proposés dans les laboratoires, en regardant les niveaux d'excrétion, la reproduction du virus, la façon dont les différents élevages étaient concernés. Ça a permis de donner un socle à une autorisation temporaire d'utilisation, donc qui a été proposée par l'Agence du médicament vétérinaire en avance de phase de l'EMA, donc de l'Agence européenne du médicament, où produits de santé humains et produits de santé vétérinaire sont associés, et de faire finalement une première mondiale sur cette vaccination contre l'IAHP, sachant que, et je reviens sur cette notion du commerce, cette vaccination a été pour l'instant interdite, parce que pouvant masquer des animaux malades et donc posant des problèmes de régulation dans l'exportation pour ce qui en est des élevages, elle a été finalement engagée et autorisée. D'autres pays européens les reprendront, puisque l'EMA a autorisé aussi ces vaccins. Et donc on va passer dans une logique tout à fait nouvelle, où là aussi l'ANSES pourra aider à faire le distinguo entre des animaux malades et des animaux vaccinés, puisque ça pourrait être une entrave au commerce. Et donc là, les techniques que propose l'agence sont de fait tout à fait intéressantes. Je rappelle quand même les chiffres, parce qu'on a peu parlé finalement de l'évaluation de l'impact de cette vaccination. Juste rappeler quand même que pour l'hiver 2021-2022, on était à plus de 1300 foyers en France de ces canards et autres espèces avicoles, pour en réalité un total de 21,8 millions d'animaux abattus. Le chiffre est quand même assez considérable. Sur l'année 2023, on est passé à 400 foyers. L'année 2024, donc à la fin à chaque fois de l'hiver, 10 foyers. Donc la réduction est absolument considérable. Et il faudra évaluer les coûts, puisque
Bien sûr, il y a le coût de la vaccination et on remercie le ministère de l'Agriculture d'être entré dans cette logique avec les éleveurs. Mais le coût global initial de la crise de l'influenza aviaire hautement pathogène pour l'année 2021-2022 a été considéré comme du niveau d'1,2 milliard d'euros. Donc c'est un budget tout à fait phénoménal. C'est d'ailleurs le budget de recherche de l'INRAE, j'aime bien le dire. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'INRAE ici, mais voilà. C'est un très gros budget et il faut mieux le consacrer à de la recherche qu'à faire de la destruction d'animaux. Je pense que c'est véritablement très important de fonctionner comme ça. Voilà, donc là, pour ne pas être plus long, puisque j'ai déjà beaucoup parlé, l'ANSES participe à ce que Marie-Christine a dit en travail conjugué avec la Direction générale de l'alimentation et nos autres tutelles, puisque nous avons aussi la santé, l'environnement et le travail. Mais nous travaillons à cette diplomatie sanitaire, à ce soft power tellement important, mais aussi pour consolider l'Europe, qui est quand même attaquée d'une manière tout à fait évidente, mais pour la consolider, montrer à tous les pays partenaires, notamment les Européens, que si on ne se tient pas bien ensemble sur ces règles sanitaires strictes et sur ce mandat qui nous est donné de protéger, que ce soit la santé humaine, la santé animale ou la santé végétale par ailleurs, puisque nous y travaillons aussi beaucoup, ça va s'effondrer très fort. Voilà. Et la guerre par là-dessus, évidemment, je ne fais pas le dessin plus loin, et Marie-Christine l'a déjà évoqué. Voilà pour quelques mots, en essayant de rappeler que je ne suis pas vétérinaire, que j'ai découvert énormément de choses à l'ANSES. On va commencer le troisième temps donc, qui porte sur la contribution donc, de notre industrie. On va parler de nous, on va parler des laboratoires qui contribuent évidemment, qui ont leur pleine part dans la gestion de ces problèmes sanitaires et dans les défis que la santé animale rencontre dans ce contexte chahuté. Je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Luc Fugit ne peut pas être présent mais nous a envoyé une vidéo dans laquelle il va pouvoir s'exprimer. On a souhaité aborder ce troisième temps d'abord par l'aspect politique pour faire un point avec lui sur la contribution de l'industrie et l'angle un peu politique de cette approche. Jean-Luc Fugit, vous le connaissez sans doute aussi, il est député du Rhône. Il appartient à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Il est aussi membre de l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et techniques. Et il est ici présent avec nous en tant que rapporteur du volet agricole de la loi de finances 2025. Donc si on peut envoyer la vidéo, c'est parti. Bonjour à toutes et tous, je suis Jean-Luc Fugit, député du Rhône, membre de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation à venir débattre avec vous des questions de santé animale. Comme vous le voyez, je ne suis malheureusement pas avec vous aujourd'hui à cette conférence donc du syndicat de l'industrie du médicament et diagnostic vétérinaire, car je dois débattre en commission des affaires économiques d'une proposition de loi sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Néanmoins, je tenais à être présent à travers cette vidéo pour vous faire passer quelques messages. Depuis plusieurs années, on peut le dire, l'agriculture est en difficulté. Nos agriculteurs font face à des injonctions parfois contradictoires. Produire des aliments de qualité, les produire à bas coût, tout en respectant des normes sanitaires, sociales et environnementales parmi les plus exigeantes au monde. À ce triple défi vient désormais s'ajouter celui du changement climatique qui a, dans certaines régions, des conséquences particulièrement dramatiques donc, pour nos filières, qu'elles soient animales ou végétales. Plusieurs mesures ont été portées. Je regarde début 2024 avec notamment des mesures réglementaires qui ont été prises par le gouvernement du Premier ministre Gabriel Attal et puis aussi celles de la loi d'orientation agricole que nous avons définitivement adoptée en ce début d'année. Et puis plus récemment encore, nous avons débattu de la proposition de loi d'initiative sénatoriale sur ce qu'on appelle les entraves au métier d'agriculteur. Je crois d'ailleurs savoir que le directeur de l'ANSES est parmi vous, M. Bonnevalet, et je voudrais à ce propos le saluer et saluer le travail de son agence et de ses équipes. Je dis cela avec encore d'autant plus de force que l'ANSES a été suffisamment critiqué lors des débats sur cette proposition de loi. En ce qui concerne le groupe auquel j'appartiens, nous étions en effet surpris que le rôle et le positionnement de l'ANSES soient autant interrogés. Pour nous, l'ANSES est une agence dont l'appui scientifique est indispensable. Et parce que
Nous ne pourrons pas accepter que la science soit d'une certaine manière mise sous la tutelle du politique. À notre initiative, nous avons voté en commission des affaires économiques la suppression de l'ensemble des dispositions du texte initial qui étaient relatives à l'ANSES. J'en viens maintenant à ce qui nous rassemble aujourd'hui, donc qui vous rassemble surtout vous, les questions donc, de santé animale et de politique sanitaire. Lors du débat du projet de loi de finances de 2025, j'ai été à l'automne dernier rapporteur au sein de la commission des affaires économiques, des crédits agriculture, et je souhaitais porter mes réflexions sur la crise sanitaire liée à la FCO3, la FCO8 et la MHE qui ont durement touché nos élevages dont d'ovins, de bovins et parfois même de caprins. Je tire quelques enseignements de ce travail d'analyse. Les crises successives ont révélé la vulnérabilité des filières d'élevage françaises face aux épizooties, aggravée par le changement climatique et l'intensification des échanges commerciaux. Ces maladies ont des impacts économiques majeurs. Elles entraînent des pertes directes, abattage, mortalité, surmortalité, et aussi des pertes indirectes, interruption d'activité, restriction de circulation, baisse de consommation. L'État a dû mobiliser d'importants moyens financiers pour indemniser les pertes, donc plus de 40 millions d'euros en 2024 pour les seuls abattages sanitaires. Et puis, depuis plusieurs mois, l'État a su, je crois, être aux côtés des agriculteurs pour leur permettre de surmonter les situations dramatiques, et je m'en félicite. Il y a tout d'abord eu le FMSE, qui, comme vous le savez, est financé aux 2/3 par l'État, mais aussi des aides exceptionnelles annoncées en octobre dernier par la ministre de l'Agriculture à l'occasion du sommet d'élevage à Cournon. Cependant, cet accompagnement il représente une charge importante, il faut le dire, pour les finances publiques. Et les conséquences de ces infections qui touchent les filières de leur ensemble et les enjeux économiques sont vraiment considérables. Et l'enjeu est désormais de bâtir, pour moi, une stratégie de prévention pérenne, autour, entre autres, de la vaccination, de la surveillance épidémiologique renforcée et du développement d'infrastructures sanitaires robustes. J'ai aussi formulé certaines propositions en ce sens. Donc, la France doit être force de proposition au niveau européen pour la création de banques de vaccins, d'antigènes et de souches, afin d'éviter les retards de vaccination qui ont été constatés en 2023 et 2024. L'État doit clarifier et stabiliser sa doctrine d'intervention financière lors des crises sanitaires, notamment sur le cofinancement systématique, la transparence des critères d'éligibilité ou encore la prise en charge partielle selon les pathogènes et filières. J'ai aussi soutenu l'importance de co-construire une gouvernance élargie avec les filières professionnelles et les collectivités pour définir une doctrine de financement partagé, État, éleveurs, assureurs et puis aussi Union européenne. Enfin, j'ai proposé que l'État finance dès le printemps 2025, que nous vivons actuellement, une campagne de vaccination contre la FCO8 pour les bovins ou ovins et pour éviter une reprise de l'épidémie. Nombreuses sont les propositions donc, du rapport aussi que j'ai remis et qui ont été mises en œuvre. Le 30 janvier, vous le savez, la ministre a lancé les assises du sanitaire animal qui ont réuni plus de 200 acteurs du secteur. J'imagine que certains d'entre vous ont pris part à ces assises. Je salue cette initiative qui vise à co-construire donc, des contrats sanitaires de filière d'ici 2026 avec une attention particulière portée à la vaccination et à la prévention des maladies animales. Rappelle aussi que depuis l'été dernier, l'État a pris en charge intégralement la commande de plus de 14 millions de doses pour aider à la vaccination sur la FCO3. C'est une action qui s'inscrit dans la volonté de soutenir les éleveurs face à ces épizooties qui détruisent ravagent nos cheptels. Au niveau européen, la France, en collaboration aussi avec l'Espagne, elle a présenté un document, donc Agriculture et Pêche, appelant à l'élaboration d'une stratégie coordonnée en matière de santé animale, incluant la constitution de stocks suffisants de vaccins, sûrs et efficaces. Mais il y a encore du chemin à faire, et je sais que nous pouvons compter sur vous pour travailler sur ces sujets. N'oublions pas aussi que la recherche a un rôle fondamental dans le devenir de la santé animale. Et donc, pour conclure, je dirais que je vous souhaite vraiment de riches échanges en attendant de pouvoir vous retrouver autour de ces sujets. Et encore désolé de ne pas pouvoir être des vôtres cet après-midi. À bientôt, j'espère. Voilà pour la vidéo de Jean-Luc Fugit. Merci à lui d'avoir fait cet effort de participer à distance et en différé. Mais il était en plein débat ce soir. Jean-Luc Fugit parlait de stratégie pérenne en termes de prévention et de surveillance. Voilà bien un domaine, alors que les assises sanitaires sont ouvertes depuis fin janvier, où l'industrie, que nous sommes plusieurs à représenter ici, entend bien prendre toute sa part, notamment pour l'anticipation des réponses préventives, notamment vaccinales. D'autant qu'on a la chance d'être dans un pays qui est encore largement souverain en termes de production de médicaments, notamment de vaccins, et que on bénéficie d'un écosystème stratégique qui doit être préservé. Et j'ai le plaisir maintenant, pour évoquer les propositions du SIMV dans le cadre des assises du sanitaire, d'accueillir Valérie Eisenman, qui nous fait le plaisir d'être là, d'avoir rejoint ce panel. Puis vous pouvez applaudir, merci beaucoup. Valérie
Valérie est la directrice des opérations commerciales de Boehringer Ingelheim et également membre du bureau du SIMV. C'est porté volontaire, merci d'avoir accepté. Volontaire. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Qui a accepté d'illustrer les propositions du SIV dans le cadre des assises. Alors pas toutes parce qu'il y en avait beaucoup, mais on s'est focalisé sur 3 angles principaux. Et pour commencer peut-être Valérie, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi l'industrie du médicament qu'on représente constitue fondamentalement l'un des piliers du sanitaire en France? Et je pense qu'on peut en être très fier. Oui, on est un pilier du sanitaire et on l'a démontré à nombreuses reprises. On a pu se mobiliser extrêmement rapidement pour mettre à disposition des vaccins, parfois dans des temps records, et encore récemment. Donc, sans aucun doute, nous sommes un des piliers. Ensuite, au-delà de cette mobilisation, il y a aussi toute cette expertise, expertise en termes d'innovation, de prévention, de gestion des crises, l'expertise qui est au sein de cette salle, dans nos entreprises et généralement sur le territoire français. Alors nous, au SIMV, nous pensons que cette contribution devrait être mieux valorisée et incluse dans la doctrine du ministère. C'est pourquoi nous souhaitons la création d'un conseil stratégique de santé animale, comme c'est déjà le cas en santé humaine avec le CSIS, pour avoir un dialogue public-privé de haut niveau, pour pouvoir vraiment anticiper les besoins et puis partager aussi nos contraintes en termes d'approvisionnement. Donc c'est une de nos recommandations fortes. Alors justement, Valérie, pour avoir une meilleure visibilité sur ces besoins et puis adapter notre offre en conséquence, évidemment, et avoir, pour anticiper de façon plus stratégique, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont l'industrie du médicament, notamment dans les vaccins, peut mieux anticiper? Quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer? Alors par définition, les crises, ce sont des cycles très très courts et nous, industriels, on a des cycles longs et contraints. Donc c'est très très important pour nous de pouvoir anticiper les besoins de vaccins, anticiper aussi les stratégies vaccinales qui seront en place. Donc notre recommandation, c'est d'inclure l'industrie dans la plateforme d'épidémiosurveillance de la santé animale, l'ESA. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour avoir une vision d'ensemble des émergences, nous recommandons aussi de renforcer le rôle du CNOPSAV comme organe d'alerte précoce. Et puis pour tout ce qui est maladie connue, de définir des doctrines vaccinales en amont des crises pour éviter ces discussions en pleine crise. Alors, ça a été évoqué plusieurs fois, il y a beaucoup de maladies émergentes maintenant qu'on rencontre, qui sont par définition difficiles, voire impossibles à anticiper, enfin disons difficiles. Quel frein pourrait être encore levé pour faciliter la tâche de l'industrie, Valérie ? Alors l'accès aux souches, clairement, ça reste encore très compliqué, certainement quand il s'agit de souches en provenance de pays tiers, donc hors Europe. Et le protocole de Nagoya n'améliore pas vraiment, ne simplifie pas les choses. Cet accès aux souches, il est indispensable pour pouvoir commencer les premiers développements le plus précocement possible. Donc c'est extrêmement important de pouvoir avoir accès à ces isolats. Donc nous plaidons pour une procédure simplifiée et transparente d'accès aux isolats et séquences génomiques, que ce soit en France ou à l'international. Et d'un point de vue réglementaire, est-ce qu'il y a des freins aussi qui seraient bons de lever, si c'était possible ? Alors c'est sûr qu'en période d'urgence, on a besoin de plus de flexibilité, on a besoin d'exigences, on a besoin quand même de simplifier les exigences. Aujourd'hui, moi je voudrais surtout remercier et féliciter en fait l'ANMV et la DGL pour leur grande réactivité. Donc ça c'est un message que nous souhaitions porter. Après oui, il y a toujours moyen d'améliorer, je pense notamment au diagnostic. Dont la mise sur le marché n'est pas encadrée par une réglementation européenne unifiée. Donc là, nous demandons une harmonisation et puis aussi un interlocuteur dédié au sein du ministère. Et pour ce qui est des vaccins, nous n'avons pas de proposition très concrète à faire, si ce n'est peut-être continuer un dialogue ou avoir une réflexion avec l'ANSES et l'ANMV pour voir quelles sont encore les pistes à explorer. Et peut-être un dernier point, Valérie, on est sur un contexte budgétaire compliqué, relativement contraint. On a une doctrine qui est très variable en fonction des agents pathogènes au niveau de la prise en charge par l'État. Comment est-ce qu'on peut imaginer financer plus efficacement la prévention sanitaire, notamment vaccinale ?
Vaste question. Alors ça, clairement, les moyens spécifiques pour assurer le financement de la vaccination, lorsqu'ils arrivent trop tard, lorsque la discussion arrive trop tard, inévitablement, elle retarde toutes les décisions de vaccination et donc on perd un temps précieux. Peut-être rappeler une nouvelle fois, même si ça a été fait, que la vaccination, c'est un investissement plus qu'un coût et on en a parlé il y a quelques minutes. C'est vrai que quand on pense à l'avian influenza, elle a coûté plus d'1 milliard à l'État pour indemniser les éleveurs, et je ne parle pas du tout des aspects traumatiques qu'il ne faudra pas non plus sous-estimer, alors que cette première campagne de vaccination n'a coûté que à peine 100 millions d'euros. Donc on est quand même sur des ratios qui n'ont rien à voir, et ça il faut l'avoir en tête. Alors bien évidemment il y a d'autres options pour traiter d'une crise, notamment les moyens de biosécurité ou la surveillance, mais elles ne viendront jamais remplacer cette dimension de prévention qui ne peut être offerte que par la vaccination. Donc nous préconisons de sécuriser les financements en faisant évoluer le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental, donc le FMSE, pour qu'il ne couvre pas uniquement les indemnisations, mais qu'il inclut également la vaccination. Et puis rebondir aussi sur la proposition du député Jean-Luc Fugit, qui proposait de créer un fonds dédié pour la vaccination. Donc nous soutenons bien entendu cette proposition, à nouveau pour éviter que toutes ces discussions budgétaires aient lieu au moment où on a besoin de décisions extrêmement rapides. Merci pour ces illustrations. Peut-être un petit mot de conclusion sur le CLV et les assises au nom du groupe. Alors, nous souhaitons résumer nos propositions sous 3 mots-clés qui sont d'abord celle du dialogue. Nous souhaitons dialoguer, nous souhaitons être considérés comme ce pilier du sanitaire que nous revendiquons. Ensuite, c'est celle de l'anticipation, vraiment pouvoir comprendre quelles seront les stratégies vaccinales et les besoins. Et ensuite, c'est le partage du risque. Alors, le SIMV et ses membres ont eu l'occasion de participer au groupe de travail vaccination dans le cadre des assises du sanitaire. Donc, nous pensons que c'est déjà un premier pas vers le dialogue. Donc, nous remercions la ministre de nous avoir inclus dans ces discussions-là. Et nous pensons que ça va nous faire avancer collectivement. Et à terme, nous espérons être reconnus à notre juste valeur de pilier du sanitaire. Merci beaucoup pour ce partage, Valérie. On est arrivé au terme des interventions. On va prendre un petit peu de temps quand même pour le panel qui était prévu. Quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions brûlantes dans la salle? Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur une première question? Première question de Franck. Est-ce que, en gros, l'affaiblissement des États-Unis va permettre à l'Europe de prendre une place plus importante? Et puis après, la deuxième question étant, sur des instances particulières comme le Codex, est-ce que ça va laisser de la place et nous laisser faire des choses qu'on ne faisait pas jusque-là? Merci Franck pour ces questions. Je dirais que oui, il y a une opportunité pour nous, effectivement. Alors, je commence par la fin. Pour ce qui est du Codex ou autre, pour le moment, on n'a pas de signaux de retrait de la part des États-Unis. Donc, pour le moment, on reste sur un statu quo. Par contre, sur les États-Unis, tu as raison, ça fait longtemps qu'on n'est pas aligné avec eux. Et on voit justement à travers l'exemple de la vaccination influenza qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est quelque chose, maintenant le Brésil parle de vacciner, les USA parlent de vacciner, alors même s'ils en parlent et après ils disent que non et puis que oui et puis que non, ça va peut-être quand même finir par percoler, et pour le coup c'est quelque chose qui a été mené en Europe, en France. Et donc ça pourrait inverser la tendance et on voit qu'on a un intérêt là-dessus, sachant que sur la vaccination, on a les Pays-Bas qui se sont lancés, les Hongrois vont se lancer, on a différents signaux de pays qui vont franchir le pas. Donc je pense qu'en matière d'influence, ça nous aura été très bénéfique. Et là-dessus, d'autant plus si eux sont en repli, et vu justement quand on voit la multiplication des foyers chez eux et le fait que chez nous, pour cette année, on a moins de points foyers, on voit bien qui a eu raison et quelle stratégie a été gagnante. Et je pense que vraiment là-dessus, ça nous a permis de marquer des points. Merci beaucoup. Gilles, à ma gauche? Plus ou moins de protectionnisme. Je vais faire vite, comme reformulation. Merci Gilles. Moi non plus, j'aime pas le terme protectionnisme, mais je pense que là-dessus, ce serait un jeu dangereux. Maintenant, à haut niveau d'exigence, oui.
pour pouvoir garantir, comme on dit, c'est quelque chose dont nous parlent les agriculteurs et qu'il faut qu'on entende, c'est vrai. Après, il faut qu'on le justifie en termes de droit, parce que c'est quelque chose qui est important auprès de l'OMC. Mais pour autant, c'est faisable, notamment sur l'antibiorésistance, sur les antibiotiques comme facteur de croissance, comme l'a dit Franck. Quand la France a été fer de lance là-dessus, beaucoup nous ont dit qu'on faisait fausse route et qu'on ne pourrait pas le justifier. On l'a justifié, on a gagné et on a réussi, on l'impose maintenant au niveau européen. Ça nous a pris 12 ans, mais on l'a fait. Et donc on continuera à le faire. Maintenant, je dirais que l'exemple là-dessus, c'est on va plutôt switcher sur le Royaume-Uni et notre reset. Là-dessus, le Royaume-Uni revient vers nous, tant mieux. Maintenant, pas à n'importe quelle condition. C'est pas simplement prendre nos normes, c'est un alignement dynamique, on l'a bien rappelé, comme à l'instar de notre relation avec les Suisses. Donc prendre l'acquis européen et maintenir au fur et à mesure du temps les évolutions réglementaires et aussi reconnaître la Cour de justice de l'Union européenne. Ça fait partie de nos lignes rouges. Donc ce ne serait pas un protectionnisme, c'est de dire d'accord, vous revenez, welcome back, mais on a des conditions et ce seront les mêmes que celles qui sont imposées en interne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? En priorité supplémentaire dans le cadre de la diplomatie, est-ce que la communication est un point, est un levier ? Alors oui, évidemment, le premier mot, c'était quand même le dialogue. Et dans le dialogue, on propose d'inclure la communication, parce que oui, c'est une dimension essentielle. Alors je ne sais pas si quelqu'un du SIMV veut commenter sur ce point-là en particulier, mais... Peut-être que Jean-Louis commentera en conclusion ? Oui, peut-être. Très bien. Ok. Quelqu'un d'autre sur ce point de communication ? Non, moi j'avais un petit ajout à faire sur cet espace sanitaire européen et dans une logique une seule santé, et ça s'adresse sans doute au SIMV, cette remarque ou cette question, c'est que vous le savez, il y a un dispositif européen qui s'appelle ERA, qui est un dispositif de préparation aux crises sanitaires, mais qui ne concerne que la santé humaine. En l'occurrence, c'est la DG Santé, le CDC et l'Agence européenne du médicament qui s'en occupent, mais les partenaires d'agriculture, d'autres types de problématiques posées ne sont pas dedans. Et je trouve que créer un espace sanitaire européen dans lequel, parce que par exemple ERA se pose la question de la vaccination en contexte notamment d'émergence d'influenza aviaire hautement pathogène, mais pour les humains, pour les protéger, point d'interrogation, pour faire la distinction par rapport à une diffusion éventuelle d'une zoonose, je trouve que la logique voudrait qu'elle embarque avec elle, cette structuration, les vétérinaires, les préoccupations d'épizootie et de leur transfert éventuel sur le plan zoonotique. Sans méconnaître l'idée qu'un certain nombre de pathologies animales qui n'affectent pas l'animal se mettent à affecter l'humain aussi. Et que malheureusement, et c'est logique, ces pathologies animales qui n'entraînent pas de problème animal, quand je dis ce n'est pas des pathologies, je veux dire l'animal est vecteur ou porteur de vecteurs qui vont affecter l'humain. Et donc si on ne s'en occupe pas ensemble, c'est-à-dire la dynamique sanitaire humaine et la dynamique sanitaire animale, ça ne peut pas marcher. Donc je trouve qu'il y a un espace sanitaire européen autour des rats, notamment pour la préparation des crises. Et comme on ne peut pas oublier le discours initial porté ici, les crises arrivent et elles vont être aggravées par la guerre, par des comportements très destructeurs de la part de ces nouveaux prédateurs. Se préparer à des crises et utiliser l'espace européen pour ça me semble un outil assez fédérateur et très décloisonnant sur le plan des santé et des risques qui sont associés. Alors je ne sais pas comment on peut interroger la Commission européenne sur la façon dont ERA est construit aujourd'hui et améliorer ça. Donc juste pour vous donner les initiales, ERA c'est Health Emergency Preparedness and Resource Authority. Donc il y a quelque chose à proposer peut-être de ce côté-là. Et je pense que l'industrie du médicament, qu'il soit vétérinaire ou humain, pourrait y contribuer assez largement, et notamment sur ce thème de la vaccination, qui a été un des thèmes phares de cette Assemblée générale de l'OPSA. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Donc, quel est l'impact du contexte géopolitique sur les partenariats publics-privés ? C'est une question pour... Voilà, la réponse est oui. Non, mais la réponse est évidemment oui, c'est-à-dire que, au moins sur l'exemple à nouveau de l'influenza aviaire hautement pathogène, le travail et le lien public-privé s'est fait par évidence, c'est-à-dire des producteurs de vaccins. L'ANSES
Je sais qu'il y a quelques brevets en route, mais Lancet, ce n'est pas un producteur de vaccins, mais travailler avec des producteurs de vaccins, travailler avec nos laboratoires, puis faire effectivement valoir la possibilité d'autoriser, c'est évidemment du partenariat public-privé. Dans la dynamique aujourd'hui Une Seule Santé, ces nécessités de partenariat public-privé vont s'imposer à nous. Beaucoup aujourd'hui d'industries auront probablement à se préoccuper de ce qu'on peut appeler finalement la soutenabilité sanitaire. On a été beaucoup dans la RSE, dans ce qui était de la soutenabilité environnementale, mais je pense qu'il faut passer dans la soutenabilité sanitaire, mais pas au sens de la santé humaine, au sens de toutes les santé, parce qu'en réalité, c'est la seule façon de faire progresser un certain nombre de problématiques qui nous sont posées aujourd'hui et qui vont probablement pas manquer de s'aggraver dans le contexte que nous connaissons. Donc c'est de nature à créer des fonds d'intervention pour effectivement, ou des fonds d'investissement pour effectivement permettre des partenariats publics-privés, il faut les encourager. Aujourd'hui, les agences de programmes de recherche nationales qui s'intéressent à ces questions d'une seule santé, que ce soit l'INRAE avec AgriLife, que ce soit l'INSERM avec le programme santé, que ce soit le CNRS avec biodiversité climat, ont conscience de la nécessité de promouvoir le partenariat public-privé. C'est tout à fait indispensable. Tout en gardant évidemment des cadres déontologiques, des règles de transparence que nous connaissons bien et avec lesquelles on sait très bien travailler. Plus de questions. J'en avais quand même une. Non, j'ai droit à une dernière ou pas? Comme tu l'as reformulé. J'en avais deux en fait, je vais choisir. J'ai une question pour Pascal Boniface et après on passera la parole à Jean-Louis pour conclure. On a beaucoup dit que il y avait une opportunité pour l'Europe, il y avait de la place, mais concrètement, si on fait un peu de prospective, sur quoi l'Europe peut s'appuyer en fait, sans être trop long, s'il vous plaît, mais pour essayer de prendre cette place le mieux possible. S'appuyer dans quel domaine? En général, le domaine, c'est quoi les atouts, L'atout principal, enfin... Est-ce que c'est de la diplomatie? Est-ce que c'est de l'industrie? Non, c'est un peu tout, effectivement, mais je crois que surtout la règle, c'est de faire des coopérations renforcées, de ne pas attendre d'être à 27 d'accord pour avancer, notamment avec ce qui s'est passé en Pologne dimanche dernier, notamment ce qui se passe en Hongrie et en Slovaquie, et donc avancer sur des points clés en étant à quelques-uns, et puis ensuite qui même me suivre. Mais il ne faut pas attendre d'être d'accord à 27, parce qu'à 27, c'est trop lourd. C'est trop lourd pour commencer à avancer. Merci beaucoup pour cette réponse. Et donc pour conclure cette conférence annuelle, je laisse la parole pour le mot de la fin à Jean-Louis Huneau, président du ECN. Merci beaucoup. Et je pense qu'on peut applaudir l'animateur. C'était une conférence extrêmement riche. Et la première intervention qui nous appelle à l'autonomie stratégique m'oblige à dire que nous sommes plutôt bien servis. C'est-à-dire que nous avons sur notre territoire, en France, 33% des sites de fabrication de médicaments vétérinaires en Europe. 33%. Alors on peut faire mieux, mais c'est déjà pas mal, et je pense qu'on est médaille d'or de la production de médicaments. Et c'est un atout pour notre pays en termes d'autonomie stratégique. C'est quelque chose de très important. En termes de chiffres, c'est 1 milliard d'excédents. 1 milliard d'euros d'excédents. Donc je veux dire, c'est quand même dans le domaine des sciences de la vie, de l'industrie de la santé, tout à fait remarquable, et ce n'est pas très connu. Et donc je suis heureux de répondre à votre attente sur ce point. Nous avons le tissu industriel pour y répondre. Nous avons aussi, par rapport à la description que Marie-Christine Le Gall nous a fait, peut-être, je dirais, une bulle de sérénité dans le secteur privé, parce que je vois des investissements industriels sur notre territoire d'entreprises étrangères et d'entreprises américaines. Et donc, je crois qu'il y a de la part du secteur privé une lucidité, une conscience des atouts que nous avons dans notre pays. Et ces investissements, ils sont bien sûr des entreprises françaises, 3 entreprises françaises dans le top 10, des entreprises allemandes. Boehringer a repris la dynamique industrielle de Merial de façon absolument remarquable, et la fièvre afteuse fait partie des programmes, il faut le saluer, et des investissements de ces sociétés américaines sur le territoire. Donc je vois une différence entre ce que j'appellerais l'agitation du secteur politique et public américain, avec une forme de sérénité des investissements du secteur privé,
qui arrive à reconnaître l'attractivité de notre pays. Et Pascal Boniface nous disait Trump ne veut ni du droit, ni des institutions, ni des alliances. Ben, il se trouve qu'en Europe, on a un règlement européen qui ne change que tous les 10 ans, qui est pas mal. On a une agence européenne qui ne change pas tous les 10 ans et qui est très bien, et auquel participe l'ANSES, et sont quand même, dans la description que vous avez faite, des facteurs de stabilité qu'il faut souligner. Et donc je crois que c'est important de prendre conscience de ces atouts. Et finalement, en vous entendant, je pense qu'il y avait une opposition entre l'émotion et la science. On est basé sur la science dans notre industrie. La science vétérinaire est une science. Notre industrie est basée sur la science. Et ce que l'on a entendu, c'est beaucoup d'émotions de la part du bloc américain, avec un président qui est impulsif, qui change beaucoup d'avis. Nous avons un cycle long. Valérie l'a rappelé, nos cycles industriels sont des cycles longs. Et finalement, je pense que par rapport à ce repli sur soi des Américains, on a la chance d'avoir une science universelle. Nos progrès scientifiques sont universels et on les partage. Et donc, nous sommes très heureux au SIMV d'avoir des alliances stratégiques, comme par exemple celle que l'on a renouvelée avec l'INRAE, et qui nous permet de nous baser sur quelque chose de solide, de pérenne et de sérieux. Alors, je suis content que le député Jean-Luc Fugit ait rappelé sa proposition. Il a mis dans le projet de loi de finances 2025 une proposition de 150 millions d'euros pour que les éleveurs puissent financer leur pilotage de la vaccination. Je trouve que cette idée est tout à fait remarquable et qu'elle ouvre une perspective. Et tout à l'heure, Valérie nous disait il faut dialoguer. Et je salue l'initiative de la FNSEA, dont le vice-président est ici, de nous avoir invités à engager ce dialogue. C'est la première fois, je crois, que la profession des éleveurs invite l'industrie à discuter et à voir comment on peut envisager des réponses en commun par rapport à toutes ces émergences, FCO, MHE, influenza aviaire, etc. Et donc, oui, dialogue, anticipation et partage des risques. Le 6e pilier des assises du sanitaire, Julie, c'est la communication. Et donc, on va y travailler avec la DGAL, qui a identifié des leviers, et je l'en remercie. Donc, nous sommes dans ces assises, nous allons apporter notre contribution, et la communication fait partie de ces éléments. Donc, finalement, je voudrais dire que on est très conscient des menaces qui ont été décrites, et qui sont réels, mais j'ai l'impression que nous avons des atouts, et que parmi ces atouts, l'industrie joue son rôle. Merci.